bonsoir. Donc, je suis très content d'être ici pour la deuxième fois. C'est la deuxième fois que je suis invité par OVNI Paris. Donc c'est une joie, c'est un honneur, bien entendu. La salle n'est pas pleine. La date a été reportée, vous savez pourquoi, pour raison des Gilets jaunes, ou dans la grève générale, CGT, mardi, pour question de transport. Donc c'est l'incident de Pascagoula, Mississippi, 11 octobre 1973. Donc certains d'entre vous connaissent peut-être l'incident de Pascagoula. C'est un épisode d'abduction très connu, très documenté, même s'il est moins médiatisé en France que le cas de Barney et Bénil, le cas de Villas-Boas ou le cas de Travis Walton. Ce sont des cas qui ont été médiatisés par des films, enfin, couverture de presse, etc. Le cas de Pascagoula est très documenté, très connu par les ufologues américains et les ufologues français qui étudient sérieusement les abductions. Donc encore une fois, on est sur un sujet très sensible. Patrice vient de vous annoncer la visite de Marie-Thérèse de Brosse. Quantité de gens qui est peut-être certainement la meilleure ou peut-être le seul expert français sur ce sujet, ne l'oublions pas. Le livre de Marie-Thérèse de Brosse a été publié en 1998. Je l'ai consulté personnellement, il m'a été d'ailleurs prêté par l'ufologue Gilda Bourdet, que je remercie ici devant vous. C'est un livre très documenté, un livre extraordinaire pour tous ceux qui veulent vraiment étudier sérieusement le thème des abductions, les cas d'abduction, que ce soit aux États-Unis, ici ou en Amérique du Sud, dans tout le pays du monde. C'est un livre très riche, à partir duquel chacun, évidemment, peut se faire son opinion. D'ailleurs, Marie-Thérèse de Brosse prend bien garde de s'engager dans son livre. Elle présente effectivement les différents points de vue, elle présente de manière très précise, très systématique, les différents points de vue qu'on peut avoir sur le thème des abductions. Alors, oui, j'ai commencé mon PowerPoint par une image choc, si on peut dire. Évidemment, vous comprenez que c'est une BD. Le titre de la conférence sur le site OVNI Paris, c'était « L'enlèvement de Pascagoula ». Ce n'est pas moi qui ai choisi ce titre, c'est OVNI Paris, son président. Le terme général pour désigner les enlèvements extraterrestres, c'est le terme « abduction », qui est un terme effectivement de la langue anglaise, abduction, qui veut dire enlèvement. Il est utilisé par les ufologues pour désigner les enlèvements extraterrestres, les enlèvements par des entités extraterrestres. Alors, c'est un sujet sensible, oui, c'est un sujet sensible parce que beaucoup d'entre nous qui étudient l'ufologie ne croient pas à la réalité des extraterrestres, et c'est la liberté de chacun d'entre nous. Le thème des abductions postule par contre basiquement la réalité de ces entités et la réalité physique des enlèvements extraterrestres, des abductions. Alors c'est bien pour cela que j'ai choisi cette image, pour détendre un petit peu l'atmosphère, parce que je vous assure que le sujet est lourd, le sujet est assez grave, et donc j'ai commencé par une illustration de presse, comment est-ce dire, de BD, comme on dit, de presse d'illustration, tout à fait fantaisiste. Je vous dis que l'enlèvement de Pascagoula, l'abduction de Pascagoula ne correspond absolument pas à cette représentation. Un illustrateur est libre d'interpréter à partir des récits. Et là, c'est une représentation beaucoup plus précise, beaucoup plus fidèle, si l'on peut dire, à l'incident. Alors, donc je vais commencer par vous lire un récit succinct. Alors tout d'abord, l'enlèvement de l'abduction de Pascagoula s'est déroulé donc dans l'État du Mississippi. Dans l'État du Mississippi, le 11 octobre 1973. Nous avons des cartes ici, je vais vous montrer un petit peu la région. Dans une ville qui s'appelle Pascagoula. Je vais vous montrer la région. Voilà le sud des États-Unis. Vous voyez le Mississippi, la Louisiane,
l'Alabama, plus loin, je crois que c'est la Géorgie. Non, c'est... qu'est-ce qu'il y a encore? C'était la Géorgie. Non, encore un. Non, la Floride est peut-être à l'extrémité. La Floride est là en dessous. Et la Géorgie, elle est là, oui. Géorgie, voilà. Donc, Mississippi, Alabama, Louisiane. Et bon, vous allez le voir dans les suivants. Ça, c'est une très vieille carte. Une carte de 1700. J'ai une petite note ici sur l'histoire de Pascal Goulard. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous la lire. Mais en tout cas, voilà, une carte de 1700, donc début du XVIIIe siècle, fin du XVIIe, à l'époque, bien entendu, où les Français ont colonisé l'Amérique, comme vous le savez. Ce sont les Français qui ont cartographié les États-Unis, non pas les Anglais. Donc on est à côté de la Louisiane. En vérité, la Louisiane, à l'époque, c'était toute cette immense région qui comprend aujourd'hui l'Alabama et qui remontait jusqu'au Grand Lac. C'était cela la Louisiane, non pas l'État de Louisiane tel qu'il est aujourd'hui. Et vous voyez donc baie de Pascagoula. Effectivement, la ville de Pascagoula se trouve, et voici la rivière de Pascagoula. Bref. Voici donc Pascagoula, Biloxi, vous voyez à l'extrême gauche, Biloxi, se trouve la base militaire Kistler Air Force Base, dont on va parler un petit peu. Voici la ville de Pascagoula, un petit peu plus proche. Je vais monter quand même pour vous montrer, parce que certaines des cartes sont annotées. Vous avez la ville urbaine, la ville quartier résidentiel, et ici ce sont les anciens sentiers navals, parce que Pascagoula et les sentiers navals actuels, d'ailleurs ici vous avez partie ici également, c'est une ville de sentiers navals qui, à l'époque, c'était les sentiers Ingalls, qui avait, je crois, 15 000 employés. Et c'était le premier employeur de l'État du Mississippi, à l'époque. Pascagoula, les sentiers navals sont ici. L'épisode, vous allez voir, l'incident s'est produit dans cette partie. Voici. Alors, vous voyez la notation en bleu. Tout le monde la voit? Cette notation a été marquée donc, par outil informatique par Calvin Parker. Alors, je n'ai pas encore présenté les témoins, les personnes qui ont vécu cet épisode d'abduction. Ils sont deux, ils s'appellent Calvin Parker et Charles Hickson. Charles Hickson est décédé en 2011, 9 septembre. Et Calvin Parker est encore en vie, il a 64 ans. Il vit actuellement dans l'État du Mississippi, précisément dans la ville de Pascagoula, où il avait vécu cet épisode en 1973. Il a quitté la région immédiatement après l'incident, et il y a quelques années, au moment de sa retraite, il est revenu. Donc vous voyez, on est au nord de la région, de la section D. Voilà, vous avez un pont qui est récent. Et à l'époque, en 1973, il y avait un autre pont. Mais voilà, nous sommes près de ce pont, et vous voyez les sentiers navals qui s'appellent sentier naval Shaw-Peter, juste au-dessous de la flèche, dans lequel, voilà. Et voilà encore. Tout ça est annoté par Calvin Parker. Je lui ai envoyé les photos. Ce sont des photos Google Earth, comme vous le comprenez. Et je lui ai envoyé, il les a annotées. Pour confirmer effectivement l'emplacement. Donc je suis très fier de posséder ces photos, bien entendu, et de vous les présenter, annotées par le témoin. Je vais vous présenter quand même rapidement les... Bon, ça c'est le site, je vais vous présenter quand même les témoins. Le témoin, voilà. À gauche, Charles Hickson. Il avait 42 à 43 ans en 1973. Et vous voyez un jeune homme, Calvin Parker, qui avait 19 ans. Donc Charles Hickson, autour de 73. Et voici le ponton sur lequel les deux hommes étaient en train de pêcher. Ces deux hommes sont des ouvriers des sentiers navals, d'un sentier naval qui s'appelait Walker, qui dépendait des sentiers navals Ingalls. Et ils étaient amoureux de la pêche. Les deux hommes avaient un lien très particulier, un lien proche, je veux dire, parce que Hickson était ami avec le père de Parker. Ils étaient des amis d'enfance, ils ont toujours pratiqué la pêche. Et Parker avait un fils également, donc ils ont pratiqué la pêche depuis l'enfance. Ils se connaissent et ils ont toujours aimé la pêche. Voici Hickson, Charles Hickson,
je crois que c'est 1 ou 2 ans après l'épisode, parce que pendant 1 ou 2 ans, il n'a pas eu la force de revenir sur le lieu de l'incident. Voilà pourquoi cette photo a beaucoup de force émotionnelle, bien entendu. Vous voyez ici Betty Hill, Hickson à droite, et à gauche William Mendez, qui est le co-auteur du livre de Charles Hickson, publié en 1983. Donc l'un des documents de base pour étudier le cas Pascagoula, c'est le livre de 1983 écrit par Mendez. Et voici une séance d'hypnose pratiquée par John Krause, qui est un hypnothérapeute, vous voyez à gauche, qui est mentionné dans le livre de 1983. Donc cette séance d'hypnose a été pratiquée en 1976. Il y a eu plusieurs séances d'hypnose entre février et mai 1976. Voici Hickson et Stéphanos Panagiotakis. Stéphanos Panagiotakis, je vous montre le livre, je peux le faire passer. Madame. Stéphanos Panagiotakis c'était je crois qu'il était à la retraite, c'était un marin de la marine marchande grecque, c'était un officier radio, et par ailleurs membre de groupe ufologique en Grèce, un groupe qui s'appelait Sirius, et il connaissait le cas Pascagoula. Il était très intéressé par ce cas parce que, comme vous verrez, le cas Pascagoula a été très couvert par la presse généraliste et la presse plus spécialisée. Gilles Labourdé m'a amené aujourd'hui un article de Herald Tribune, de l'International Herald Tribune, du 16 octobre 1973. Vous pourrez le regarder tout à l'heure. Donc 16 octobre 1973, c'est-à-dire 5 jours après l'incident. Il y a eu des centaines de couvertures de presse dans tous les États-Unis dans la semaine qui a suivi le 11 octobre 1973. Stéphanos Panagiotakis était donc en mission d'un bateau de marchand qui est parti de Barcelone, donc un peu au début octobre ou fin septembre. Barcelone, direction Panagiotakis, direction Pascagoula, qui est un port marchand. À partir de là, il devait repartir vers l'Amérique du Sud, Venezuela et Brésil. Étant amoureux de l'ufologie, connaissant le sujet, le dossier Pascagoula, il a mené sa propre enquête, il a rencontré Charles Hickson, il a eu un entretien avec Charles Hickson, il a rencontré et d'ailleurs découvert certains témoins et interrogé des témoins qui n'avaient pas été vraiment interrogés. Il a fait un livre qui n'est pas très volumineux, mais qui est très instructif. Et Charles Hickson et la femme de Charles Hickson aimaient beaucoup l'histoire de la Grèce, la culture antique, et ils ont collaboré. Charles Hickson, voici Charles Hickson très âgé, vous voyez, c'est la fin, au début des années 2000, au fin des années 90, et Calvin Parker, voilà une photo de Charles Hickson devant son livre UFO Contact à Pascagoula. Je n'ai pas le livre ici, je ne l'ai pas, je l'ai en version Kindle, donc publié en 1983. Une photo particulièrement touchante, bien sûr, c'est le témoin qui lit le témoignage qui a été coécrit avec William Mendez. Calvin Parker, tout jeune, 19 ans, il a été très choqué par l'incident. Il a quitté son travail au chantier naval, il est revenu au Mississippi, mais plus au nord, à Lowell, où il vivait, avec sa famille. Il a été très marqué pendant de nombreuses années, il a fait une dépression nerveuse, il a été marié, et il a divorcé, bref. Il a retrouvé son équilibre des années après. Calvin Parker, il était très volumineux à un moment donné, tellement il a perdu un peu de poids. Donc c'est sur le site. Là, je crois que c'est le nouveau pont, un pont beaucoup plus grand que le pont d'origine, mais voilà, il y a peu de temps. Un documentaire va être réalisé avec Calvin Parker. Calvin Parker dédicaçant son livre. Donc le livre de Calvin Parker, je peux vous le faire passer. Il est très volumineux parce qu'il est beaucoup d'illustrations justement de la presse d'époque, 1973,
coécrit avec Philip Mantle. Philip Mantle ne figure pas vraiment comme auteur, mais c'est quand même en vérité le co-auteur du livre parce que Calvin Parker est un... Bon, c'est pas parce qu'il a été ouvrier qu'il ne serait pas capable d'écrire un livre, bien entendu, mais il a un certain âge aussi, et il a été... et par ailleurs, Philip Mantle est un ufologue, un écrivain. Il a une grosse expérience des recherches ufologiques et il a pris contact également avec beaucoup de gens aux États-Unis pour suivre la rédaction. Dédicace. Voici une journaliste, Shelby Myers, qui est l'une des journalistes, des reporters qui a participé à un reportage pour la chaîne Fox 10 News. Et voici Calvin Parker avec sa femme Wynette. Est-ce que vous avez une petite question sur la présentation? Une petite question? Il faudrait donner le résumé de l'incident. Oui, je vais donner le résumé tout de suite, maintenant même. Mais sinon, sur ces petites indications, quelques questions, non? Pas de questions. Alors, je vais vous lire l'épisode lui-même, d'accord? Une petite synthèse tirée de présentation, justement, de Philip Mantle. On y va. Dans la soirée du 11 octobre 1973, Charles Hickson, âgé de 42 ans, le jeune Calvin Parker, âgé de 19 ans, tous deux ouvriers au chantier naval, pêchaient sur un ponton au bord de la rive ouest du fleuve Pascagoula, Mississippi. Ils entendirent une sorte de sifflement, virent deux lumières bleues clignotantes, rapportèrent qu'un vaisseau de forme ovale de 2,50 m de large, haut d'un peu plus de 2,50 m, apparut soudain devant eux. L'engin semblait léviter à moins d'1 mètre au-dessus du sol. Une ouverture s'ouvrit sur le vaisseau. 3 créatures surgirent, enlevèrent les hommes à bord du vaisseau, en les faisant flotter, léviter. Les 2 hommes affirmèrent avoir été paralysés, engourdis. Parker prétendit avoir perdu connaissance par l'effet de la peur. Il décrivit les créatures comme ayant une forme grossièrement humanoïde, d'une taille approximative d'1,50 m. La peau des créatures était pâle, ridée. Les hommes ne purent pas discerner Dieu. Les créatures avaient une fente en guise de bouche. Leurs têtes semblaient soudées directement sur leurs épaules, sans cou apparent. On voyait par contre 3 excroissances de type carotte à l'emplacement de ce qui serait le nez chez un humain, et 2 autres excroissances de même type au niveau des oreilles. Les êtres avaient des sortes de pinces de homard à l'extrémité des mains, semblaient n'avoir qu'une seule jambe. Hickson écrivit plus tard que les jambes semblaient fondues l'une avec l'autre pour se terminer en pieds d'éléphant. Hickson signala également que les créatures se mouvaient d'une façon mécanique, robotique. Voici donc le premier contact. Une description très rapide maintenant À bord du vaisseau, Hickson prétendit qu'on le fit léviter 1 mètre environ au-dessus du sol. Il fut examiné par ce qui ressemblait à un grand œil mécanique en forme de ballon de rugby, de 20 à 25 cm de diamètre, qui semblait scanner son corps. Parker prétendit qu'il ne se rappelait pas ce qui lui était arrivé au bord du vaisseau, même s'il fournit des détails flous au cours de séances de régression hypnotique. Les hommes furent libérés après 15-20 minutes. Les créatures les reconduirent à leur emplacement original, sur le bord de la rivière, toujours en lévitant, les pieds de Hickson traînant sur le sol. Les 2 hommes déclarèrent avoir été terrifiés par l'expérience. Ils affirmèrent être restés assis dans la voiture pendant 45 minutes, essayaient de reprendre leur calme. Hickson but une dose de whisky. Après en avoir discuté, ils voulurent rapporter l'incident à des officiels de la base de Keesler Air Force Base, mais le personnel leur dit au téléphone que l'US Air Force n'avait rien à voir avec les signalements d'observation d'OVNI, ne s'occupait plus de ce dossier depuis la clôture du projet Blue Book en 1969, et les recommanda de s'adresser à la police au bureau du shérif. À 22h30, Hickson et Parker arrivèrent au bureau du shérif du comté Jackson. Ils avaient emmené avec eux les barbus de rivière, donc le poisson qu'ils avaient pêché ce soir-là. C'était la seule preuve susceptible de soutenir leur récit. Le shérif Fred Diamond pensa les hommes sincères et véritablement effrayés. Il pensa que Parker était lui-même particulièrement troublé. Voilà, ça c'est la première présentation très succincte. Très succincte. Alors bien sûr,
il y a... Alors, je vais vous donner quand même... je vais vous donner une liste des sources. Hein, une liste des sources que l'on a pour comprendre ce qui s'est passé. Je vais vous lire un petit peu des récits, des extraits des interrogatoires de police, des extraits aussi de transcription de séances d'hypnose. On va parler un petit peu de l'hypnose, très brièvement, parce que c'est un sujet très vaste, évidemment, et complexe. Alors, oui. Avant cela, je vais vous rappeler un point très important. On est en 1973, et pour donner le contexte de l'épisode, de l'incident, il faut rappeler la vague OVNI de 1973. La vague OVNI de 1973 est une vague très importante, l'une des plus importantes. Là, vous avez Allen Hynek, en l'occurrence. Allen Hynek et James Harder, un enquêteur de l'APRO, Aerial Phenomenon Research Organization, qui était l'une des principales organisations d'enquête ufologique. Ici, le shérif Diamond, donc, qui est l'un des enquêteurs de police qui ont reçu le témoignage, qui ont procédé à plusieurs interrogatoires, des interrogatoires croisés, évidemment. Ça, c'est Stéphanos Panagiotakis, dont je vous parle tout à l'heure. Alors, la vague OVNI de 1973, ah là, j'ai un problème de... Oui. La vague OVNI de 1973 a été très très étudiée. J'ai ici plusieurs documents concernant... alors, ils sont en anglais. C'est des documents en anglais. Je peux vous les faire passer, mais ils sont en anglais. Qu'est-ce que je disais? Oui, la vague OVNI de... peut-être parler en même temps que moi, ça me perturbe. Sincèrement, s'il te plaît. Alors, c'est un dossier du Center for UFO Studies de mai 1976 avec le coordinateur David Webb. C'est un dossier de 113 pages. Donc ça s'appelle, le dossier s'appelle 1973, The Year of the Humanoid. Donc 1973, l'année des humanoïdes, de l'humanoïde ou des humanoïdes. Hein. Et donc, c'est un dossier de 113 pages par le Center for UFO Studies, donc qui était l'organisme créé par Allen Hynek en 1973. Là, c'est un élément historique très important. Au moment où Allen Hynek crée le Center for UFO Studies, avec le soutien du MUFON, le MUFON avait été créé en 1969, et le directeur Andrews, c'est ça, Walter Andrews. Eh bien, donc le UFO Center for UFO Studies a réalisé une étude qui a été publiée en mai 1976 sur l'ensemble des observations OVNI de 1973, donc la vague 1973. Alors, je vous donne une description très rapide de la vague 1973. L'automne 1973, un résumé de ce document de 113 pages du Center for UFO Studies, donc sous la direction de Allen Hynek. Dr. Allen Hynek. L'automne 1973 a vu passer l'une des plus grandes et plus concentrées vagues d'observations OVNI de l'histoire. Excusez-moi, le style n'est pas fameux, hein, c'est une traduction que j'ai fait très rapidement. Presque tous les signalements venaient des États-Unis, en particulier des États du Sud-Est, entre autres la côte golfe du Mexique. À la différence de vagues précédentes, celle-ci a peut-être été unique par l'impressionnante qualité et la diversité des cas signalés, présentant un haut degré d'étrangeté selon l'échelle définie par Hynek, à savoir rencontres rapprochées, atterrissage, indices physiques, cheveux d'ange, effets électromagnétiques. De nombreux cas bien documentés et fameux aujourd'hui se sont produits dans cette période, y compris l'enlèvement de Pascagoula, l'incident d'hélicoptère de Mansfield, Ohio, l'incident Wedekind Park, Montana, l'OVNI sous-marin de Pascagoula. Là aussi, c'est un élément que peu de gens connaissent. On connaît beaucoup le cas Pascagoula, mais il y a aussi un épisode d'OVNI sous-marin, c'est-à-dire d'OANI, ou USO, comme on dit en Angleterre, que j'essaierai peut-être de présenter.
Alors qu'il explorait certains de ses rapports pour la NBC, le journaliste Ralph Bloom et sa femme Judy se mirent à écrire un livre que je recommande vivement à tous ceux qui s'intéressent à la vague de 1973. C'est David Webb qui écrit, l'auteur principal du rapport en 1976. Les rapports les plus étranges apparus en 1973 concernaient des rencontres avec des entités humanoïdes. J'ai listé 70 rapports de ce type entre août et décembre 1973. Parmi eux, 55 eurent lieu aux États-Unis, 36 en octobre 1973, 7 et 7 le 17 octobre 1973. Cela représente le plus grand nombre de signalements de rencontres d'humanoïdes depuis la vague de 1954 en France. Donc tout ça pour dire que l'incident de Pascagoula prend place dans une vague d'OVNI très importante, la vague de 1973, et dans laquelle les rencontres rapprochées, les rencontres type 4, si on peut dire, et les enlèvements, en tout cas les rencontres rapprochées, et les enlèvements possibles ou probables sont très importants. Les informations les plus détaillées viennent de l'étude de cas d'application. J'ai recensé 6 cas d'abduction en 1973, tous survenus en octobre, dont 5 aux États-Unis. Au chapitre 2 et 3, je compare ces rapports de 1973 avec des rapports plus anciens, plus établis, ainsi qu'avec d'autres cas de 1973. J'utilise les données recueillies par Ted Blucher et par Jacques Vallée. Vous savez que Jacques Vallée a fait une typologie, une cartographie, une toponymie plutôt des cas d'enlèvement, des types d'humanoïdes. Et je rappelle bien sûr que le mois dernier se trouvait ici Eric Zurker qui a publié un livre sur les humanoïdes, etc. C'est une coïncidence que je présente aujourd'hui ce dossier. Parmi les listes des signalements en 1973, il y a 2 rapports en France, puis Envelé, fin septembre, début octobre, et Draguignan, 19 octobre 1973. Je n'ai pas étudié personnellement ces dossiers, mais je vous signale puisqu'ils figurent dans la liste du Center for UFO Studies. Je vais vous montrer quand même... j'ai quelques documents. Oui, je vais vous montrer le site. Ah non, c'est autre chose. Je vais vous montrer quelques documents du dossier CUFOS, Center for UFO Studies. Là, c'est une bande dessinée. Ça, ce sont des illustrations. Voilà. Voilà ce document. 1973 Year of the Humanoid, David Webb, Center for UFO Studies. La deuxième page. Voilà. Ici, des illustrations. Et vous voyez effectivement le 5e, c'est le 5e, 6e livre, 11 octobre, Pascagoula, etc. Donc il y a une 70 cas recensés. Et évidemment, la table des matières est très très riche. Je ne vais pas vous la traduire, mais c'est un document de 113 pages. Bon. Alors, Jean, oui. Je vais dire un mot. Il faudrait peut-être dire, comme dès le début, que le docteur James Harler de l'Impôt et Alan Hynek, l'astronome Hynek, sont venus dès le dimanche, 3 à 4 jours après, sont venus interviewer les 2 témoins et ont déclaré à la presse, c'est dans l'article d'ailleurs que je vous ai passé, que pour eux c'est un cas très sérieux et crédible. Oui, tout à fait, ça fait partie de la présentation. Hein. Donc là, c'est des présentations générales, un cadre général. Donc maintenant, je vais vous donner... Mais monsieur, je vais vous poser une question importante. Ok, il y a plein de gens qui ont été enlevés, mais dans quel but? Et qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ce qui nous intéresse. C'est-à-dire, dans quel but on les a enlevés? Qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est ce qu'on aimerait savoir. Il est là, le président? Oui, il est là. D'accord. Mais il dit rien. Il a déjà dit. Bon, on répondra à cette question plus tard, madame. Je suis nouvelle. Oui, non, mais je ne réponds pas à cette question, c'est pas le moment. Excusez-moi, on ne peut pas répondre à cette question maintenant, il faut que je fasse la présentation. C'est pas à moi de vous dire dans quel but sont les abductions. Je présente un cas dans ses caractéristiques générales, on fera un débat dans quelques minutes, si vous permettez. Voilà. Alors, je vais vous donner un extrait. Gilda Baudet nous rappelle
rappelle que Allen Hynek, dont je vous ai montré la photo il y a un instant, s'est présenté... Bon, dès le dimanche, c'est un lieu le mercredi, et ils sont venus, oui. Harder et Hynek. Ce qui est important... Non, non, mais je sais, mais il y a du brouhaha, s'il y a du brouhaha, moi je ne peux pas faire avec du brouhaha, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, Allen Hynek, qui était le directeur fondateur du Center for UFO Studies, est venu de Chicago le 13 octobre 1973, soit 2 jours après l'incident. Ce qui veut dire que Allen Hynek a pris au sérieux tout à fait cet incident, sur la base d'ailleurs des témoignages, des interrogatoires de police qui ont été effectués la nuit de l'incident, c'est-à-dire la nuit du 11 octobre 1973. Je vais vous lire dans un instant des extraits des interrogatoires de police au bureau du shérif de Jackson County, donc à Pascagoula. Donc Allen Hynek est venu parce qu'il a pris au sérieux ce dossier, il a pris un avion depuis Chicago, et est venu également en même temps que lui le docteur James Harder, qui était un enquêteur de l'APRO, Aerial Phenomenon Research Organization. Il venait par contre de Berkeley, en Californie. Ils ont rencontré les 2 témoins dont vous avez vu les photos, Charles Hickson et Calvin Parker, sur le site des chantiers navals Ingalls, Walker, dans les bureaux. Et par la suite, ils ont tenté de procéder à une séance de régression hypnotique qui n'a pas été un succès, surtout pour Calvin Parker. Calvin Parker n'a pas du tout supporté la séance de régression hypnotique. Ils ont dû le faire sortir de l'hypnose immédiate très rapidement, parce que le choc traumatique était trop violent, compte tenu que l'épisode avait 2 jours, 48 heures d'ancienneté. Et donc c'est un fait très important que Hynek et Harder ont fait leur enquête immédiatement. Tous deux ont cru tout à fait à la sincérité des témoins. L'émotion des témoins, la peur qui habitait ces personnes a été très marquante pour tout le monde, pour les officiers de police, comme vous allez l'entendre dans une minute, pour toutes les personnes qui ont approché ces témoins. Par la suite, un point qui est peu connu, mais il se trouve que Hynek et Harder ont fait une nouvelle séance d'hypnose avec Charles Hickson, mais c'était 7 mois après les faits, c'est-à-dire en 1974, entre mai et juin 1974. J'ai parlé de ces épisodes avec Philip Mantle, qui est l'éditeur de ces livres, et il m'a dit que le dossier d'Allen Hynek a disparu. Le dossier complet personnel d'Allen Hynek sur l'incident Pascagoula, et entre autres sur le travail qu'il a fait en 1974, quand il a reçu Hickson, Parker, et qu'il a procédé à une nouvelle séance d'hypnose avec le professeur Harder, ces documents-là ont disparu, sont introuvables. Bref, c'est une enquête que conduit encore Philip Mantle, mais c'est quand même regrettable, très grave, qu'une séance d'hypnose pratiquée 7 mois après les faits soit introuvable actuellement. Et Mantle continue l'enquête. Donc, interrogatoire de police, puisqu'il se présente à 22h30 au bureau du shérif. Je vais vous lire un extrait rapidement. Donc, il y avait le détective Thomas Huntley. Détective, c'est l'équivalent de commissaire, c'est pas détective privé, c'est l'équivalent d'inspecteur en chef. Détective Thomas Huntley, permanent cette nuit-là, arriva au bureau du shérif autour de 21h30. Le sergent McPherson lui dit « Tu devrais prendre cet appel. » « Qui est-ce » demanda Huntley. « C'est un autre petit homme vert venu de Mars. » Huntley prit l'appel dans son bureau. L'entretien dura quelques minutes. Huntley demanda aux témoins de ne pas bouger, leur dit qu'il allait envoyer un policier. Huntley envoya le capitaine Glenn Ryder devant le domicile de Hickson. Pensant que l'homme était peut-être ivre, Ryder se fit accompagner de 2 adjoints, Conrad Clark, Mike Robichaud. Plus tard dans la nuit, les adjoints allaient inspecter le site de l'incident, ne relevèrent aucun indice indiquant qu'un vaisseau s'était posé à cet endroit. Ryder demanda aux 2 hommes de se rendre au poste avec leur voiture, tandis qu'il les suivrait avec son véhicule de service. Les 2 hommes répétèrent leur récit dans plusieurs interrogatoires qui s'étirèrent sur 2 heures. Thomas Huntley
conduisit les interrogatoires séparés de Hickson de Parker. Donc les petits hommes verts n'étaient pas du tout verts, mais d'un gris peau d'éléphant selon Hickson et Parker. Hickson déclara que la texture des corps ressemblait à une peau d'éléphant. Les corps étaient ridés de stries profondes et horizontales. C'était des humanoïdes avec 2 bras, une tête, 2 jambes qui restaient collées l'une à l'autre. Ils mesuraient entre 5 pieds et 5 pieds 4 pouces, dit Hickson, c'est-à-dire 1m62. Ils étaient plus petits que moi, je mesure 5 pieds 8 pouces, soit 1m72. Ils avaient 2 oreilles en pointe, un nez qui ressemblait aux oreilles. Ils avaient une ouverture au niveau de la bouche, 2 fentes au niveau des yeux. Hickson précise plus loin, ils n'avaient pas d'yeux, ou s'ils avaient des yeux, je n'ai pas pu les voir. Leurs mains ressemblaient à des pinces, peut-être comme une main humaine dans une moufle. Après y avoir réfléchi, je pense que c'est des robots. Ils avaient une mission à accomplir, c'est ce qu'ils ont fait. Il n'y avait pas de cou, la tête s'enfonçait directement dans le corps. Quand ils se tournaient, c'était un seul bloc. Je vais vous montrer quand même rapidement hein, les illustrations. Voilà, ça c'est une... Alors on peut sourire, hein, évidemment. Je suis le premier. Mais il se peut que ce soit une représentation plutôt fidèle. C'est une miniature qui mesure, je crois, 40 à 50 cm. Elle n'est pas toute minuscule. Je crois qu'elle a été faite au Brésil. Là, évidemment, on voit que des humains devant l'objet. Voilà une représentation d'artiste, encore une fois. Hein. Les illustrations ne sont pas toujours fidèles précisément aux descriptions dans les interrogatoires de police ou interrogatoires par Enoch, mais enfin ce sont des êtres avec 3 excroissances, donc au niveau des oreilles et au niveau du nez, et des bras très longs et qui se terminent en forme de pince. Et puis la peau très ridée, voilà une représentation d'artiste, hein, peut-être plus imaginative, mais les bras étaient très longs, hein, d'après Hickson et Parker. Voilà une miniature reconstituée à partir de la description de Charles Hickson. Alors on voit des yeux là en tout cas, mais dans l'émotion qu'ont vécu, qu'ont ressenti là, ils étaient incapables par moment de dire s'ils avaient vraiment vu des yeux. Ils ne pouvaient pas l'affirmer. Alors là, quelques illustrations de la presse, hein, j'en ai pris que 2, mais il y en a quantité. Donc au milieu c'est une représentation qui a été faite à partir des interrogatoires de police, donc au bureau du shérif. Description de Charles Hickson, représentation faite par des dessinateurs qui travaillent, vous savez, pour des médecins, pour des services d'enquête, hein, 3 des services de police. Et celle qui est en bas, à gauche, c'est un dessin fait par Calvin Parker lui-même. Alors c'est très maladroit, évidemment, mais voilà, ça donne un petit peu quelques indices. Là, c'est une reconstitution faite par un dessinateur de police, à partir des descriptions de Charles Hickson sous hypnose. Là encore, des représentations d'artistes. Celle-ci, donc, avec des outils, comme vous l'imaginez, un petit peu plus sophistiqués. Au niveau des figures, elles semblent assez conformes aux descriptions. Évidemment, les 2 personnages hein, sont des personnages plus modernes, hein, c'est pas Hickson et Parker. Mais l'objet, en tout cas pour ma part, semble assez proche de... Voilà, évidemment, c'est une bande dessinée tout à fait fantaisiste, évidemment. Alors, où est-ce que j'en étais? Une question? Oui, le magnétophone dans la cellule. Le magnétophone dans la cellule, oui. Oui, ça s'appelle la secret tape. Donc, oui, étant donné qu'ils ont fait des interrogatoires croisés, la caractéristique effectivement ici, c'est que vous avez 2 témoins. Vous avez 2 personnes qui affirment avoir fait une rencontre avec un ovni et avec des entités extraterrestres. C'est quand même un cas assez rare. On a souvent des personnes isolées, évidemment. Dans le cas de Betty et Barney Hill, c'était un couple. On trouve quelquefois plusieurs personnes, mais pas systématiquement. On trouve aussi des témoignages isolés, donc qui ne sont pas corroborés par... Mais on peut toujours évidemment penser que 2 personnes se sont liguées pour inventer une histoire, pour affabuler.
Et en l'occurrence, les enquêteurs de police, donc vous avez vu le Fred Huntley et le shérif Fred Diamond, qui était le chef du bureau du shérif. Fred Diamond a été par contre tout à fait convaincu par les interrogateurs. Le shérif, donc le chef du bureau de police, a été appelé vers minuit. Il est arrivé vers minuit, et ça faisait déjà 2 heures que Glenn Ryder, Huntley et d'autres policiers avaient procédé à plusieurs interrogatoires séparés de Hickson et de Calvin Parker. Voici une déclaration de Fred Diamond. Et donc, ils ont fait un enregistrement avec une bande secrète, un enregistrement secret, c'est-à-dire qu'ils ont mis les deux témoins qui étaient déjà très fatigués à minuit et demi dans une pièce en leur disant « Bon, on va boire un café et on reprendra l'interrogatoire tout à l'heure ». En vérité, ils les ont laissés à dessein tout seuls une pièce avec un micro-enregistreur caché dans un tiroir du bureau. Et ils ont enregistré leur conversation. Et ça a été un élément très très décisif pour les policiers parce que les hommes étaient complètement abasourdis, complètement assommés, encore terrifiés par l'expérience, ils balbutiaient. Ils se demandaient encore l'un l'autre, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qu'on va faire? Je veux rentrer chez moi, j'en peux plus. C'est que des signes de choc, de traumatisme émotionnel puissant, violent. L'un des témoins d'ailleurs visuels de l'OVNI, parce que l'OVNI a été observé dans les environs la nuit même, qui s'est rendu cette nuit-là, ou le lendemain, parce qu'ils ont été interrogés le lendemain également et au chantier naval, a dit que Calvin Parker carrément se tapait la tête contre les murs et tenait sa tête dans les mains pendant une longue durée de l'interrogatoire avec les policiers. Alors, déclaration au journal Le Mississippi Press de Fred Diamond, qui était le shérif du comté de Jackson. Pendant plusieurs heures cette nuit-là, nous avons écouté ce que ces 2 hommes avaient à dire, nous les avons interrogés séparément, nous les avons placés ensemble dans une pièce, nous avons enregistré leur conversation. Leur récit était identique, à leurs yeux, leur expérience était réelle, ils le manifestaient émotionnellement. C'est ma traduction, c'est une traduction que j'ai faite librement, elle n'est peut-être pas très très forte au niveau des contenus. Le capitaine Glenn Ryder était également présent au bureau du shérif cette nuit-là. Il déclara lui aussi à Murphy Givens, reporter du Mississippi Press, « J'ai cru qu'ils se moquaient de moi. Je n'ai pas cru leur histoire au début. Mais je les crois maintenant après avoir vu écouter l'enregistrement sur cassette. S'ils m'ont menti, ils devraient être à Hollywood. » La fameuse cassette secrète a souvent été citée comme une preuve que Charlie et Calvin ne mentaient pas. En vérité, Calvin et Parker n'ont jamais été enfermés ensemble dans une cellule qu'on a mis trop cachée. Les 2 hommes furent en fait interrogés séparément et ils lui refirent la réserve 2 fois avant qu'ils viennent à l'esprit du shérif d'enregistrer leur déclaration. Calvin s'est interrogé par un adjoint, tandis que Charlie était connu dans le bureau du détective Thomas Huntley, qui était équipé de micros cachés, souvent utilisés pour enregistrer les déclarations. Voilà, l'enregistrement sur bande magnétique est conservé au bureau du shérif de Jackson County. Il est accessible à toute personne désirant se consacrer à une recherche ufologique. Oui? Ben oui, parce que vous parlez du contenu, mais depuis tout à l'heure, on ne sait pas ce que c'est que ce contenu-là. Il y avait quoi dans le contenu? Dans le contenu de... Ben, la déclaration, vous parlez de déclaration, mais on ne sait pas ce qui s'est dit durant cette déclaration, quel était le contenu, quel était le but, qu'est-ce qu'ils ont vu. Moi, je ne suis toujours pas avancé, j'ai rien dit. Je ne sais pas si vous parlez, là j'ai parlé d'un enregistrement secret, dans lequel, la bande secrète dans laquelle les 2 témoins sont ensemble tous 2. C'est une conversation... Mais elle est où la conversation? Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est une conversation dans laquelle ils ne refont pas le récit que je vous ai lu il y a quelques instants. Ils ne refont pas le récit systématique, mais cette cassette, si vous voulez, illustre le fait que les hommes étaient sous l'emprise de l'émotion très fortement, donc 2h30 après l'incident, et 3 heures après d'arriver au poste de police. Donc ça veut dire qu'ils ont fait quelque chose. Voilà. Alors je vais vous lire des extraits. Je vais vous lire des extraits quand même des interrogatoires et des. Je vais vous lire des extraits qui sont dans le livre de Parker. Dans le livre de Parker. Donc Parker a écrit un livre en 1983. Alors, on va lire une description. Ici, je vais vous lire une description
de l'objet et des êtres dans la séance d'hypnose de février 1976, qui a été faite avec John Krauss, donc hypnothérapeute John Krauss, et organisée par William Mendes, qui est le co-auteur du livre, donc Paris 1983. Alors, dans cette séance d'hypnose, Hickson revit l'après-midi du 11 octobre 1913, à partir du moment où Parker et lui quittèrent leur lieu de travail. Bientôt, les deux hommes sont en train de pêcher au bord de la rivière Pascagoula. Charlie déplore ne pas avoir pris de poisson ce soir-là, à l'exception de poisson-chat. D'un instant à l'autre, sous hypnose, Charlie est silencieux, se met à transpirer. Il observe l'engin qui vient d'apparaître, il interpelle Calvin. Qu'est-ce que c'est? Une ouverture apparaît qui permet de percevoir une lumière très vive, quasi aveuglante. Surgissent enfin les trois silhouettes qui glissent au-dessus du sol, se dirigent vers eux. Charlie se rend compte qu'il est incapable de bouger. Charlie décrit grossièrement l'apparence de trois silhouettes jusqu'au moment où l'un des êtres le saisit par le bras et une douleur aiguë traverse son épaule gauche. Alors ce thème, la douleur aiguë dans l'épaule, c'est un thème récurrent dans le dossier Pascagoula, pour ceux qui l'ont étudié. Que ce soit pour Charles Hickson ou Calvin Parker, ils ont tous les deux ressenti, c'était moins le cas pour Calvin Parker parce qu'apparemment il a perdu, on ne sait pas s'il a vraiment perdu connaissance, mais il a été beaucoup plus choqué que Charles Hickson. Mais donc la nature de cette douleur est l'objet de conjecture jusqu'à aujourd'hui. Selon les auteurs, Mendes et Hickson, c'était peut-être une injection paralysante. En août, Charlie a souffert le lendemain, vendredi matin, d'un saignement abondant à l'épaule qui s'est tari seulement en fin de journée, le vendredi. Le saignement fut observé par sa femme, Blanche, ainsi que par Calvin. Charlie ne mentionna pas cet élément aux différents enquêteurs, le signala plusieurs années plus tard à Ralph et Judy Blom, qui consignèrent l'élément de leur livre, le livre Beyond Earth. C'est un des livres, le premier livre sur l'incident Pascagoula et d'ailleurs sur la vague de 1973. Charlie se rendit compte du saignement de la matinée du vendredi autour de 8 heures. Il se trouvait sur son lieu de travail, le sentier naval Walker. Il essuya le saignement à l'aide d'un mouchoir. Le saignement apparut à nouveau vers 18 heures, alors qu'il était de retour chez lui. Il prit une douche, oublia l'épisode, qu'il attribua un écorchement par un éclat métallique. Voilà. Un extrait du livre de Hickson. Alors, un poisson venait de saisir la morse, le mort dans l'hameçon, alors que les deux hommes se retournaient pour suivre la ligne. Tous deux furent saisis d'effroi. À un peu plus d'une vingtaine de mètres, un avion approchait du sol. Un avion. C'est ce qu'on dit Hickson et c'est ce qu'a dit Hickson, plus exactement. Au début, c'était un avion. Il voyait un avion approcher. Un peu plus d'une vingtaine de mètres, un avion approchait du sol. On n'entendait aucun bruit de moteur. Une lumière bleue clignotait. L'engin était en suspension à 60 cm au-dessus du sol, en forme de ballon de football américain. L'objet était long d'une dizaine de mètres, haut de 3 mètres. Une ouverture s'ouvrit à l'extrémité qui faisait face aux deux hommes. L'intérieur de l'engin parut illuminé. Les trois hommes apparurent qui sortirent de l'engin. Trois hommes apparurent qui sortirent de l'engin, se dirigèrent vers Charlie et Calvin sans toucher le sol, comme en apesanteur. Voici la description de Charles Hickson. On ne distinguait pas de cou, la tête semblait reposer directement sur les épaules, on distinguait quelque chose qui ressemblait à un nez, 5 cm de long, deux organes ressemblant à l'emplacement des oreilles, il n'y avait qu'une fente en guise de bouche, les bras étaient très longs, se terminaient par une sorte de moufle, on reconnaissait un pouce, toute la surface de la peau était ridée. À cause de cette peau ridée, Charlie ne fut pas capable d'apercevoir des yeux. Deux des trois hommes saisirent Charlie par le bras, tandis que le troisième saisissait Calvin. Donc Calvin Parker a été saisi par un humanoïde, par une entité, et Hickson a été saisi par deux entités. Tous deux furent entraînés à l'intérieur de l'engin. Avant d'être entraîné, Charlie éprouva brièvement une douleur dans le bras, puis toutes ses sensations s'évanouirent. Donc là, on comprend que la douleur dans le bras, qui a été identifiée comme une plaie, puisque Hickson a remarqué cette plaie à son bras le lendemain, le vendredi, on est le jeudi soir, le lendemain vendredi, à son travail, il a vu cette plaie. J'ai un document ici qui vient de CUFO, du Center for UFO Studies, qui a été envoyé par le Center for UFO Studies à Philip Mantle, et c'est une constatation médicale faite par le docteur Harder, dont nous a parlé Gilles Abraudé à l'instant. Le docteur Harder a fait une constatation médicale sur les deux hommes. Le document s'appelle Puncture Wounds, donc blessure en forme de perforation.
Et donc, ce sont trois points. Donc, sur le bras gauche de Hickson et sur le bras de Calvin Parker également. Donc la piqûre ressentie, la douleur ressentie correspond à une piqûre paralysante, inhabilitante, et en tout cas qui aurait eu un effet relaxant, d'accord, destiné à endormir en tout cas les sens et le psychisme de la personne, puisque toutes ces sensations s'évanouirent. La lumière était aveuglante à l'intérieur du vaisseau. Pour une raison inconnue, Charlie ne pouvait pas fermer les yeux. Il était alors séparé de Calvin. Bon, et par la suite, donc, il a observé ce qu'on appellera l'œil, hein, l'œil sortant du mur. Alors l'œil qui sortait du mur, c'est un objet lui-même, donc en forme de ballon de rugby, qui s'est approché de Charles Hickson au niveau de son visage, qui s'est immobilisé devant son visage à entre 20 et 50 cm. Puis il est passé dans son dos. Puis il est repassé devant lui. Donc c'est une sorte de scanner, hein, ce sont des opérations d'examen, hein, dont on ne sait rien de plus. Il faut savoir que Hickson signale qu'il était en suspension à 45 degrés, toujours en lévitation. L'objet, donc l'œil apparu sortant du mur, l'objet se positionna devant son visage, distance de 15 cm, l'objet parcourut son corps tout entier. Après examen, l'objet réintégra le mur. La terreur générée par l'expérience projeta Charlie dans l'un de ses souvenirs les plus traumatiques de ses années de guerre en Corée. Les hommes finirent... il faut savoir que Charles Hickson est un vétéran de la guerre de Corée. La guerre de Corée était une guerre particulièrement traumatique, hein, pour tous les militaires américains, comme la guerre du Vietnam, mais la guerre de Corée était très très violente. On sait, beaucoup de militaires ont souffert des syndromes post-traumatiques à cette époque. C'est un élément important parce que je vais vous lire un extrait justement sur la réaction émotionnelle des deux témoins. Et Charles Hickson l'a dit à plusieurs reprises, les expériences de terreur qu'il a vécues en Corée ont été réveillées par l'expérience de l'abduction, mais il dit lui-même qu'il n'a jamais vécu une telle épouvante. Et c'est un soldat décoré, il a été décoré 5 fois, c'est un soldat émérite, donc qui a participé à je crois, 5 grandes batailles majeures de la guerre de Corée. La terreur générée par l'expérience projeta Charlie dans l'un de ses souvenirs plus traumatiques de ses années de guerre en Corée. Les hommes finirent par le ramener hors du vaisseau, à l'endroit d'où ils l'avaient enlevé. Calvin se trouvait déjà lui aussi. Au moment où ils relâchèrent leur étreinte, les membres inférieurs de Charles Hickson, lui firent défaut. Il glissa sur le sol, il parvint à se relever, rejoignit Calvin, et vit l'engin se lever avec la même lumière qui le temps de bleuter, et l'objet disparut. Je vais vous lire cet élément justement sur l'effet traumatique. Charles Hickson renvoie à cette expérience de la guerre de Corée. Donc ça se trouve par exemple au chapitre 5 du livre de Hickson 1983, qui est republié par les éditions Flying Disc Press. Les livres que j'ai fait circuler sont édités en Angleterre, Flying Disc Press, le livre de Stéphanos Panagiotakis, le livre de Charles Hickson et William Mendes de 1983 est réédité en 2017, et le livre de Calvin Parker que vous avez est édité en 2018, octobre 2018. Calvin Parker. Le livre de Calvin Parker, le témoin qu'on va peut-être entendre. Il y en a un qui est en traduction, là. Vous avez traduit un bouquin, là? Alors, je suis en train de traduire le livre que vous avez, qui circule, le livre de Calvin Parker. Okay. Je ne peux pas vous dire exactement quand est-ce qu'il sera publié, mais très certainement bientôt. Alors, dans le livre de Hickson de 1983, qui est en anglais réédité en 2017, chapitre 5, on trouve les appréciations, entre autres, des enquêteurs, hein, et d'Heinrich Heiner. Allen Hynek dit, connu pour son extrême prudence face au cas d'observation de l'OVNI, s'est rendu à Pascal Goulard 36 heures après le témoignage des 2 hommes, s'est rendu au bureau du shérif. Voici la déclaration de Hynek. Il n'y a aucun doute dans mon esprit que ces hommes ont vécu une expérience terrifiante. Ils ne doivent à aucun prix être ridiculisés. Nous devons au contraire les protéger. Hynek ainsi que les policiers ont certainement été convaincus par les expressions de peur et d'anxiété relevées par les mêmes policiers la nuit où ont eu lieu les premiers interrogatoires. L'officier Glenn Ryder a rapporté que Parker était particulièrement terrorisé
en anglais il dit scared to death, ce qui veut dire vraiment épouvanté. Émotions qui sont traduites par des transpirations, tremblements, pleurs pendant les brèves tentatives d'hypnose par le Dr Harder. Donc quand Dr Harder, avec Hynek, ont commencé à mettre Calvin Parker sous hypnose, les tremblements, les transpirations étaient si fortes qu'ils ont dû le faire sortir d'hypnose, que l'expérience était trop traumatisante. L'élément décisif a été la cassette secrète, déjà mentionnée. Alors, je vais vous lire plutôt ici un extrait. Voici ce que dit Parker. Hickson décrit la terreur qui saisit Calvin Parker au moment où ils furent abandonnés par les ravisseurs. Le vaisseau, au moment, alors ça c'est l'hypnotiseur, l'hypnothérapeute qui lui dit le vaisseau au moment où ils vont vous faire sortir. Parlez du vaisseau au moment où ils vont vous faire sortir. La seule chose dont je me souviens est ce gamin, Calvin, qui se tenait debout. Je n'ai jamais vu sur un homme l'expression de peur que j'ai vue chez Calvin. Il m'a fallu du temps pour lui faire reprendre ses sens. La première chose que je lui ai dit fut « Fils, personne ne va croire cela, gardons cette histoire pour nous. » Plus j'ai pensé que je devais en parler à des officiels. Et je vais vous lire des extraits beaucoup plus forts. Élevant la voix, Calvin dit, donc ça c'est la secret tape, l'enregistrement secret, mes bras, je me souviens qu'ils m'ont paralysé, que je ne pouvais pas bouger, comme si j'avais marché sur un serpent à sonnette. Ça c'est la conversation intime entre Parker et Hickson, quand ils étaient tout seuls dans le bureau du shérif. Et maintenant, un extrait encore plus parlant, dans le chapitre 4 du livre de Parker. Terreur générée par l'expérience projeta Charlie dans l'un de ses souvenirs les plus traumatiques de ses années de guerre en Corée. Les hommes finirent par le ramener hors du vaisseau, à l'endroit où il l'avait enlevé, où Calvin se trouvait déjà. Au moment où ils le relâchèrent leur étreinte, ses membres inférieurs lui furent défauts, glissèrent au sol, parvinrent à se relever. Vit l'objet s'élever avec la même lumière clignotant du bleu. L'objet disparut. Calvin était encore sous le choc. Quand Calvin le toucha, il réagit par un cri, car il était encore sous l'emprise de la terreur. C'est ici que prend place une description saisissante par Charlie, qui met en parallèle l'expérience en question et la terreur des combats pendant la guerre de Corée. Charlie conclut. Cette nuit-là était différente, il y avait plus qu'une peur normale, c'était presque une panique, une peur que je n'avais jamais éprouvée. C'est-à-dire la peur qu'il a éprouvée lui-même, et la peur qu'il a vue chez le jeune Calvin Parker, qui avait 19 ans, c'est une terreur qu'il n'avait jamais vue, qu'il n'avait jamais éprouvée lui-même en Corée. Un autre exemple, non seulement je pêchais avec un ami, mais avec un très bon ami. Je ne pouvais nullement savoir qu'avant la fin de cette nuit, j'allais voir plus de terreur sur la face de ce jeune homme que je n'en avais vu au cours des 5 batailles auxquelles j'avais pris part en Corée. Un dernier témoignage sur lui-même. Mon Dieu, je ne pouvais pas supporter ça. Je suis un être humain, moi aussi. Je ne peux pas tout supporter. Il m'a ramené. Quelqu'un a séché mes yeux. La peur se manifeste d'une manière ou d'une autre. Des larmes sortent de mes yeux quand je suis terrifié. Je me suis souvenu d'une fois devant la vallée de Chongpai en Corée. Nous étions enterrés en vue d'une attaque. Il y avait des pleurs dans mes yeux cette nuit-là, alors que l'enfer se déchaînait. Mais c'était il y a très longtemps, à plus de 15 000 km d'ici. Donc la seule fois où Charles Hickson, ancien militaire de Corée, a pleuré de peur, c'est le 11 octobre 1973. La fois antérieure, c'était pendant une bataille de la guerre de Corée. Je pense que c'est assez parlant. Je vais vous donner la parole une minute, même si j'ai encore quelques parties à 60, j'ai déjà 1 heure, pas mal d'éléments que je ne vous ai pas présentés. Mais vous savez que nous avons une surprise ce soir. Normalement, nous allons interroger Calvin Parker. L'auteur et témoin Calvin Parker, âgé de 64 ans, a donné son accord pour être sur Skype avec nous, un petit moment. Donc ce sera l'occasion pour vous de lui parler directement. Je dois vous dire un autre élément donc, du dossier. Vous parlez d'un autre élément du dossier que je ne vais peut-être pas présenter précisément, mais pourtant c'est vrai que c'est très important. C'est la séance d'hypnose effectuée par Bud Hopkins en 1993. Vous savez que Bud Hopkins est l'un des pionniers des études sur les abductions, et entre autres un des pionniers
de la pratique de l'hypnose, hein, d'hypnose régressive, de la régression hypnotique. Il a commencé fin des années 70, hein, début des années 80. Et il a formé lui-même David Jacobs. Vous savez que David Jacobs était ici. David Jacobs a commencé à pratiquer l'hypnose sur les abductés à partir de 82. À partir de 86, il a travaillé tout seul. Il s'est formé 4 ans aux côtés de Bud Hopkins. Alors, comment est-ce que Calvin Barker a rencontré Bud Hopkins? C'est parce qu'un de ses amis, qui s'appelait Bill Richardson, l'a invité à un congrès ufologique à Tampa, en Floride, où se trouvait Bud Hopkins. Et Bud Hopkins a proposé de pratiquer une séance d'hypnose, ce qu'il a accepté. Mais pour comprendre cela, il faut aussi vous dire qu'en 1993, Calvin Barker a vécu lui-même une seconde expérience de rencontre rapprochée et d'enlèvement, qui est couverte dans la séance d'hypnose du 14 mars 1993, mais très peu couverte. C'est-à-dire que Bud Hopkins a pu faire revivre l'épisode, mais dès que Calvin Barker se trouve dans l'engin, il voit une femme. Ça, c'est un élément très important parce que ça concerne l'épisode du 11 octobre 1973 qui est exploré dans cette même séance d'hypnose, mais ça ne va pas plus loin. Dès qu'il est dans cet épisode, moi, il voit la femme, il faut le faire sortir l'hypnose. Il ne peut pas aller plus loin dans cette régression. Mais voilà, en 1993, si vous voulez, Bud Hopkins, Calvin Barker, un amoureux de pêche, se trouvait sur l'île de Cat Island, qui se trouve toujours au Mississippi. Il était parti en bateau depuis la côte, 45 minutes de bateau. C'était un matin, il était parti à 8 h du matin, ça faisait environ 45 minutes de traversée. Il était donc 9 h du matin, il a posé ses lignes. Il avait des sandwichs, il avait des bouteilles d'eau, il avait des appâts, il avait été venu en barque. Et soudain, d'un moment à l'autre, il voit qu'il fait nuit. Il est arrivé à 9 h du matin, il lève les yeux, il voit qu'il fait nuit. Il regarde sa montre, il est 23 h. Alors évidemment, pour nous tous, pour tous ceux d'entre nous qui ont étudié les cas d'abduction, qui les prennent au sérieux ou pas, mais les cas d'abduction, généralement, on n'y croit pas, dans leur forme en tout cas, on présente un élément de temps manquant, hein, c'est un élément caractéristique, récurrent. Mais là, nous avons un temps manquant, si le cas est authentique, bien entendu, de 9 h du matin à 23 h, parce qu'il a regardé sa montre. Alors, je vous laisse compter hein, le nombre d'heures de temps manquant. À ce moment-là, Calvin Barker se dit, il faut que je rentre. Il fait nuit, et puis ses sandwichs avaient disparu, ses bouteilles d'eau avaient disparu aussi. Il reprend sa barque, et il n'avait pas d'éclairage, il a refait le l'itinéraire en pleine nuit, alors qu'il avait dit à sa femme qu'il passait 2 heures et qu'il allait rentrer dans la journée, qu'il allait rentrer rapidement. Et le lendemain, Bill Richardson, qui était un journaliste et ami à lui, devait lui rendre visite. Il a raconté l'épisode à Richardson, et Richardson a compris tout de suite qu'il fallait lui faire passer par une séance de régression hypnotique. Et il allait à un congrès, quelques temps après, à Tampa, en Floride, où l'un des conférenciers était Bud Hopkins. Voilà. C'est vrai que... Alors, cet enregistrement, cette séance de régression hypnotique, je vais vous donner une information avant de donner la parole au président d'OVNI Paris, Patrice Galacteros, parce que Calvin Barker nous attend. Mais cet enregistrement était dans les mains de David Jacobs. David Jacobs, le grand chercheur que certains respectent, que certains méprisent, libre à chacun. David Jacobs est le dépositaire des archives de Bud Hopkins. C'est quelque chose que je sais qui n'est pas publié officiellement, mais que je vous confie puisque vous êtes présents, et qui n'est pas vraiment un secret parce qu'il est en train d'archiver ces documents, de les confier à une fondation, peut-être l'AFU qui est en Suède, il a des contacts avec l'AFU en Suède, également un organisme à Philadelphie. Les cassettes de Bud Hopkins, ce sont 600 à 800 cassettes. Jacobs lui-même a fait 1150 régressions hypnotiques qui durent 3 à 5 heures. Il m'a expliqué que chacune de ces régressions, de ces séances, est enregistrée sur 2 ou 3 cassettes. Une cassette fait 1 heure, ou 2 fois une demi-heure, etc. Et donc lui-même a environ 1200 cassettes, mais il a les copies de toutes ces cassettes,
Il a les transcriptions également de ces cassettes, et qui sont également des transcriptions numérisées, évidemment, puisque c'est en format informatique. Philip Mantle, donc l'auteur du livre, le co-auteur du livre de Calvin Parker, a demandé à Jacobs de lui adresser la cassette de la séance hypnotique du 14 mars 1993, et Jacobs l'a envoyé immédiatement. Donc les archives de Bud Hopkins sont très très bien protégées dans la maison de David Jacobs à Philadelphie. Et Philip Mantle a procédé à la transcription. C'est un document assez long et très intéressant, que je ne pourrais pas vous développer ce soir parce qu'il y a tellement d'éléments qui ne sont pas connus du grand public, parce que le grand public connaît surtout le livre de 83, mais ce sont des documents dans lesquels apparaît une alien, une femelle. Il a vécu des choses très traumatiques. Je vous dis qu'il n'y a pas de contact sexuel, mais l'expérience elle-même a été très très dure. Et, disons qu'il y a eu des examens physiologiques, des prises de sang, des entailles. Il est possible qu'il y ait eu un implant dans le nez. Les manipulations étaient relativement brutales. Il y a eu également des entailles et des injections dans le pied. Il a eu des douleurs très fortes dans tout le corps, dans tous ses vaisseaux sanguins. Ça rejaillit sous hypnose, hein. C'est la transcription. Et Calvin Parker n'avait aucun souvenir de ces épisodes. Il a été très très ému, très impressionné de retrouver cette transcription, parce que Bud Hopkins lui avait imposé ce qu'on appelle une suggestion post-hypnotique, à savoir qu'il ne se souviendrait du contenu de la régression hypnotique, de la séance d'hypnose, que le jour où il serait prêt à faire face à ses expériences, à ses souvenirs. Et donc, apparemment, il n'a jamais été prêt, et il a découvert cette transcription. Bon, c'est pas un traumatisme, mais c'est peut-être aussi un soulagement pour nous de savoir vraiment ce qui s'est passé. Il y a eu la lèvre, et l'impression qu'on changeait son sang, que tout son sang était vidé, qu'on lui aurait injecté un autre sang. Et c'était une douleur très très forte qui prenait tout le corps jusqu'à l'extrémité des orteils. Et à tel point que dans la transcription, il y a eu un affrontement physique au moment où ils ont desserré ses sangles, parce qu'il était sanglé au niveau des jambes, au niveau de l'abdomen, au niveau de la poitrine. Et à un moment donné, quand les expériences ont été terminées, les sangles ont été relâchées. Et dans la transcription, on trouve l'épisode où il saisit la tête de l'entité, de la femelle, qui apparemment avait un masque. Il dit qu'elle portait un masque sur sa tête. Ce n'était pas vraiment le visage de la personne. Et il percute la tête de l'entité femelle sur l'une des tables et l'un des murs, une paroi qui était dans la salle d'examen. Un sang liquide noir a jailli des oreilles, de la bouche, de la gorge, des yeux de l'entité, etc. Ensuite, il a été mis sous contrôle par l'un des humanoïdes qui est apparu et qui lui a fait encore une injection et qui l'a mis sous contrôle et qui l'a calmé, qui l'a relaxé. Par ailleurs, l'entité féminine est revenue quelque temps après et lui a imposé des attouchements violents. Elle lui a envoyé un message télépathique lui disant « You will no more be a threat to us ». Vous ne serez plus jamais une menace pour nous. Je ne peux pas en dire plus, mais lorsque le livre sera traduit, et vous aurez l'occasion de consulter, peut-être même sur les sites internet, l'intégralité de cette transcription. Encore une fois, le travail d'enquêteur aujourd'hui, puisque le livre de Parker est publié là en 2018, et Philip Mantle a pu retrouver cet enregistrement. Et c'est pour des manipulations génétiques. C'est possible, c'est possible. On peut faire des hypothèses. Voilà, je préfère m'arrêter là, parce que j'avais promis au président du Paris que je n'allais pas au-delà de 1h20. Je vous remercie de votre attention et on a encore du temps pour un débat avec Calvin Parker. Merci Jean. On va essayer d'avoir cette connexion avec Skype tout de suite. Oui, alors par contre, j'avais plein de choses encore sur moi. Tu peux l'appeler. Hein.
Pour ça, c'est une bande dessinée fantaisiste. Hein. Donc, vous avez l'honneur d'entendre Calvin Parker, vous qui êtes présent. Évidemment, ce sera enregistré, donc d'autres personnes pourront l'entendre. Mais c'est évidemment... Je lui ai déjà parlé, avec Philippe Mantel également, et j'étais bien sûr ému. Hein, J'ai une permission, on peut rallumer ici. J'ai d'autres choses à vous montrer. Donc, là, c'est des policiers qui ont appréhendé, qui sont venus chercher Calvin Parker et Charles Dixon devant la maison de Charles Dixon. Ça, c'est notre témoin. Non, on y va là, on peut y aller. Hein. Je veux surtout être avec Calvin Parker et ensuite on verra si c'est un autre témoin. Ah oui, il y a encore un autre dossier important. Ce sont les témoins qui ont vu l'OVNI dans la soirée du 11 octobre. Et puis d'autres témoignages autour de cette période du 11 octobre à Pascagoula, dans la région proche. Il y a beaucoup de témoignages. Ça me prendrait 5 à 10 minutes de vous présenter ça, peut-être tout à l'heure, après avoir parlé à Calvin Parker. Mais effectivement, beaucoup de témoignages solides corroborent, en tout cas, un incident à Pascagoula. Je ne vous dis pas que ça corrobore l'abduction, l'enlèvement, parce qu'il n'y a pas de témoin direct de l'abduction, mais que des choses se sont passées autour du 11 octobre et autour du 11 octobre à Pascagoula et dans les environs. Outre qu'on est dans la vague de 73, hein, et qu'en octobre, comme je l'ai dit, il y a eu plus de 70 observations liées à ces phénomènes aux États-Unis, et entre autres dans les États-Unis du Sud-Est, et en octobre, 6 cas d'abduction rapportés. Je ne dis pas qu'ils sont authentiques, mais enregistrés en tout cas par le Center for UFO Studies en octobre 1973. Oui. Je voulais juste ajouter qu'en 1973, il y a eu des cas ailleurs, notamment en Amérique du Sud et même en Europe. Il y a des cas très connus en Europe. Je ne parle pas d'abduction, hein, mais d'OVNI en général, notamment le cas de Turin, l'aéroport de Turin, où il y a plusieurs pilotes qui ont vu... Oui. On dit que la vague de 73 concerne surtout les États-Unis, mais il y a aussi des événements en Europe, comme j'ai dit, à Draguignan, là, en novembre. Et puis, parmi les 6 épisodes d'octobre 73 signalés par le CUFOS, Center for UFO Studies, il y en a 5 qui se passent qui ont eu lieu en octobre, c'était aux États-Unis, et le 6e a lieu au Brésil. J'ai plus le nom, mais c'est un épisode très connu, octobre 73. Peut-être Gilda connaît cet épisode. Mais pourquoi ils rapportent ça? Les gens, il faut les garder avec eux, là, je comprends pas pourquoi ils viennent les... Je ne peux pas répondre à la place des abducteurs. Et ils pourraient les garder, enfin pourquoi ils... On n'a plus le... Mais apparemment... Je vous donne le micro, j'ai assez parlé. C'est juste... pourquoi vous me... Parce que je rends le micro. Non mais c'est gentil, mais j'étais en train d'essayer de répondre à madame. J'en ai un autre. Oui, parce Madame que... se demande pourquoi il ne les garde pas. Bah, oui, non mais ça c'est une question énorme que vous posez là. Ben, c'est bien pour ça que je la pose. Bah oui, mais on n'a pas la réponse. Vous croyez qu'on sait tout comme ça? On est en pleine enquête. Toute cette histoire, ce dossier OVNI, c'est un dossier extrêmement mystérieux et étrange. On essaye d'avancer. Il y en a pour des années, certainement. Ce serait bien si Travis Walton était ici. Si Travis Walton était là, qui a fait tellement de conférences, qui a écrit des livres, un film même. Et Calvin Parker va venir nous répondre. Eh ben voilà. On va laisser parler le témoin. Qui veut parler? Ah bah moi j'ai bien pour le micro, hein. Mais pour Soyez pas répondre à votre intimidés, question, hein. Soyez pas intimidés. les enlevés ne disparaissent pas, on les rend, si j'ose dire. Eh ben c'est bien pour ça. Là on peut se poser une question justement. C'est une bonne question. Vous pouvez peut-être la poser aussi à Marie-Thérèse Dobros dans un mois. Par exemple. Moi j'en connais très peu, mais je n'ai pas beaucoup enquêté là-dessus. Mais c'est un dossier très 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 lourd quand même, très étrange.